Mais tout d'abord, Philippe Viollier, je voulais que l'on parle de ce mot qui est dans l'actualité depuis plusieurs années, le surtourisme. On va le résumer, hein, le surtourisme, c'est trop de monde au même endroit, au même moment, et cette surfréquentation, en fait, elle détériore les sites, mais aussi la vie locale et les écosystèmes. Philippe Viollier, selon vous, est-ce qu'on est actuellement à un moment charnière, justement, de l'histoire du voyage et du tourisme ? Oui, enfin, il y a quelques destinations dans le monde qui sont très fréquentées, mais bon, c'est une poignée, peut-être une dizaine, une quinzaine. Bon, il n'y a rien de dramatique quand même, quoi. Justement, Philippe Viollier, est-ce que vous pouvez nous citer quelques grandes régions du monde ou quelques grandes villes qui sont justement concernées par ce surtourisme ? Alors, c'est surtout les métropoles, en fait, hein, les plus grandes destinations, c'est-à-dire en fait Paris, New York, Barcelone, Amsterdam, Londres, bon, les grandes métropoles, parce qu'en fait, nous avons tous envie d'y aller, quoi. Nos goûts sont socialement construits, nous avons tous envie de visiter ces lieux, et forcément, on y va tous en même temps, quoi. Jean-François Rial, vous de votre côté, vous êtes dans le secteur du tourisme depuis plus de 40 ans désormais. Avec votre agence de voyage, je le rappelle, de voyage sur mesure personnalisé, vous êtes confronté à cette problématique. Vous êtes obligé d'envoyer effectivement vos clients dans des destinations qui ne sont pas touchées par ce surtourisme. Comment vous faites justement concrètement pour trouver des destinations originales ? En fait, c'est pas très difficile. C'est plus que des destinations, c'est des lieux, hein. C'est-à-dire que notre ami Monsieur Zohar a Viollier, très bien expliqué. Monsieur Violet, pardon. Il y a des villes, il y a des sites, il y a des moments. En fait, c'est très facile de voyager dans le monde et de ne pas être confronté au surtourisme, y compris d'ailleurs dans les spots les plus visités. Il suffit de changer ses horaires, ses jours, sa saison, ses moments. Et puis c'est pas un phénomène nouveau, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié au nombre, malheureusement, le surtourisme. Il est lié au fait que tout le monde veut aller aux mêmes endroits en même temps. Vous voyez, le syndrome de la Tour Eiffel, du Mont-Saint-Michel, de Kyoto. Moi, je suis allé à Kyoto il y a 6 mois. Je me suis débrouillé pour être toujours tout seul. Donc c'est très facile en fait. Le problème, c'est le comportement grégaire de ceux qui voyagent et même des opérateurs de tourisme, office du tourisme, réceptif, agence de voyage, qui aiment bien faire toujours un peu la même chose. Or, vous avez 95% de la planète où vous avez personne, quoi. Vous voyez, par exemple, moi, je suis originaire du Cantal, il n'y a jamais personne dans le Cantal. Le spot clé, c'est le Puy-Marie. Le jour clé où il ne faut pas y aller, c'est le 15 août. Eh ben, il n'y a rien à faire. Le 15 août, au Puy-Marie, il y a un monde fou, alors que toute l'année, vous pouvez y aller tout seul. C'est comme ça. C'est vraiment un problème d'éducation, quoi. C'est vraiment un problème d'éducation. Alors effectivement, on l'a bien compris, hein, ce surtourisme ne touche pas toutes les régions du monde, certaines villes, certaines métropoles, comme vous nous le disiez. On va justement aller dans 2 villes qui sont vraiment pour le coup concernées par ce surtourisme, 2 villes en Italie. On va rejoindre sur place notre correspondante Valérie Dupont. Coup de projecteur avec vous notamment sur Venise. Tout d'abord, Venise, une ville où il faut payer une sorte de prix d'entrée, hein, c'est bien cela, lorsque l'on vient à la journée. Mais cela ne semble pas très dissuasif, alors le prix pourrait grimper en flèche dans les prochains mois. C'est en tout cas le souhait de la mairie. Oui, voilà, on est ici donc à Venise. La saison de la taxe d'entrée vient de se terminer, hein, parce que comme vous savez, c'est de avril à fin juillet que la mairie de Venise fait payer cette taxe d'entrée pour 60 jours non consécutifs. Alors c'est vrai qu'on vient de savoir qu'ils viennent d'engranger 5 200 000 € pour 680 000 vouchers en 2026, entre 5 et 10 € divisés entre les touristes qui sont arrivés en réservant à l'avance, ils ont payé 5 €, ceux qui sont arrivés le matin, eh bien, ils en ont payé 10 €. Mais le maire, en effet, a dit que ça avait un effet sur les jours les plus importants. Par exemple, le pont du 1er mai, il a vu une légère diminution. Pourquoi ? Parce que les Italiens ne sont pas allés à Venise, alors que les touristes étrangers, apparemment, ne sont pas très sensibles à la taxe d'entrée. Du coup, puisqu'il ne veut pas toucher à d'autres vecteurs pour limiter le tourisme, eh bien, il a mis sur la table qu'il voudrait augmenter le prix jusqu'à 30 ou
50 € pour peut-être offrir plus de services aux touristes, dit-il. Mais pour cela, il devra passer par le Parlement à Rome, ce qui n'est pas aussi évident. Et puis pour la petite histoire, sachez que cette taxe d'entrée, eh bien, elle permet de diminuer la taxe des immondices des Vénitiens, puisque 2 millions d'euros de ces tickets servent à cela. Alors, autre ville dont vous allez nous parler, c'est Florence. Florence, où la mairie, eh bien là, a tout simplement interdit l'ouverture de nouveaux hébergements et de nouveaux restos pour préserver la ville. Voilà, Florence qui a aussi un gros problème de surtourisme. Là, c'est une administration de centre-gauche. À Venise, c'est une administration de centre-droite qui, eux, ne veulent pas mettre de taxes d'entrée. Ils veulent agir surtout sur les touristes d'un jour, par exemple en faisant payer très très cher les autocars qui arrivent avec les touristes d'un jour. Mais ils se sont rendus compte que les touristes étrangers, surtout, dorment dans les Airbnb. Donc, ils ont interdit l'ouverture de nouveaux logements de location brève. Et puis, il y a cette foodisation, comme ils appellent, c'est-à-dire cette obsession des touristes pour manger. Alors là, il y a une influence des réseaux sociaux, des algorithmes. On a fait un reportage au mois de mai dernier, c'était assez incroyable. Et du coup, Florence a décidé d'interdire l'ouverture de nouveaux restaurants ou de nouveaux points de vente de sandwichs, par exemple, pour essayer de limiter les agrégations de touristes dans certaines zones de la ville. Maintenant, on verra si ça fonctionne, évidemment. Et puis Florence qui a aussi décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer les flots de touristes et pouvoir, par exemple, mettre plus de transports en public, etc. Mais là aussi, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner puisqu'à Florence, les habitants se plaignent beaucoup du surtourisme dans le centre historique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Valérie Dupont, correspondante de TV5 Monde en Italie. Philippe Violier, c'est intéressant ces cas italiens puisque on se rend compte que finalement les solutions mises en place jusqu'à maintenant pour lutter contre ce surtourisme dans les grandes villes, eh bien, elles ne marchent pas tant que ça. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Venise, on joue sur le tiroir-caisse. C'est-à-dire qu'on met des taxes, comme ça, on perçoit de plus en plus d'argent, alors qu'il y a d'autres solutions qui sont déjà utilisées. Par exemple, à l'Alhambra de Grenade, vous avez depuis au moins une dizaine d'années un système de réservation à l'avance sur Internet qui permet de gérer les flux. Quand une fois que le quota est utilisé, il n'y a plus d'entrée possible, et ça sans augmentation de prix. Donc il y a des moyens qui existent. Alors effectivement, on peut agir sur les logements, sur les Airbnb, etc. Ça fonctionne quand même. Même si c'est pas miraculeux. Même c'est pas miraculeux, effectivement. Philippe Violier, autre piste étudiée cette fois-ci en France, c'est sur l'île de Bréa, où là aussi, l'île de Bréa en Bretagne, on a mis des quotas en place pour y aller. L'objectif, c'est un peu comme pour l'Alhambra, c'est de réguler les flux des visiteurs. Et là, l'objectif, c'est aussi de protéger les sites naturels. Oui, tout à fait. Mais après, aussi bien l'Alhambra que l'île de Bréa, c'est relativement facile, puisque vous avez une seule entrée. Bon, mais si vous essayez d'appliquer ces méthodes-là à Paris, par exemple, c'est impossible. Comment faire pour... ou bien faudrait recréer les remparts autour de Paris, c'est complètement impossible. Donc la solution, c'est peut-être de jouer sur les hébergements, ou bien que les principaux sites fréquentés de Paris, comme la Tour Eiffel, etc., mettent en place un système de réservation type Alhambra, mais avec une certaine coordination. Donc, ce qui demande donc quand même un travail en commun des acteurs de la ville. Jean-François Rial, avec le recul que vous avez justement sur l'industrie du tourisme, est-ce que vous diriez que les réseaux sociaux, ou par exemple le fait de faire du tourisme, comme on appelle le tourisme du 7e art, lorsque l'on va sur les lieux de tournage à succès, est-ce que ça a contribué justement à ce tourisme de masse dans certains endroits ? Oui, très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est cette espèce de comportement grégaire, quoi. Faire toujours la même chose. Vous voyez, moi, je me souviens, à côté de mon bureau, j'ai un café traditionnel, superbe, parisien, dans lequel je suis allé pendant 20 ans. J'y vais plus parce qu'un jour, il a été pris d'assaut par les Instagrammeuses chinoises, et du coup, je peux plus jamais y aller, quoi. C'est pas possible, quoi. Mais vous savez, j'ai été président de l'Office du tourisme de Paris pendant 3 ans, et la solution, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que, comme l'a dit très bien M. Violet, la meilleure solution, c'est les quotas. Mais les quotas, ça peut pas bien marcher sur les quartiers de ville et sur les villes. Et donc, moi, je crois beaucoup à la taxe sur les très hautes saisons et sur les périodes de très grosse fréquentation pour pousser les gens. En fait, c'est faire de la pédagogie par l'argent.
Aller à Venise l'hiver, moi c'est ce que je fais chaque année, c'est magnifique. Je vois pas l'intérêt d'aller à Venise dans les week-ends de pont de mai. Et donc si vous voulez y aller, très bien, vous avez une taxe de séjour. Parce que là, vous êtes obligé de la payer, celle-là. Vous n'avez pas de problème d'entrée. Vous payez votre taxe de séjour à l'hôtel ou Airbnb ou ce que vous voulez, très cher. Et puis, il faut absolument faire en sorte que les populations locales, dans les quartiers touristiques historiques, continuent d'y vivre. Parce que si vous n'avez plus de population locale, au-delà du désastre humain pour eux, vous n'avez plus de tourisme. Parce que ça devient des villes musées, des villes artificielles, et vous perdez tout leur intérêt. Mais moi, je crois fondamentalement qu'au-delà de toutes ces réglementations, de tous ces quotas, de tous ces tarifs fixes qu'on peut faire chers pour limiter les fréquentations, il faut vraiment faire de la pédagogie, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement facile de visiter Venise seul. Franchement, hein, c'est très facile. Et on ne parle même pas des endroits où il n'y a personne. Vous avez on a parlé de Venise et de Florence. Il y a combien de villes italiennes absolument sublimes où il n'y a personne? Effectivement, on a bien compris, faire un pas de côté, partir hors saison, c'est effectivement l'une des solutions pour lutter contre ce surtourisme. Philippe Viollier, je voulais vous connaître votre avis sur également un autre sujet qui fait débat pour lutter contre ce surtourisme, mais également pour lutter contre le dérèglement climatique, pour être dans la lutte pour l'écologie. C'est ce fameux, allez, on pourrait l'appeler ce passeport écolo, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre vie, on aurait droit à 3, 4 voyages par avion maximum. Limiter l'avion, est-ce qu'à votre avis, ça peut être un moyen dissuasif justement pour lutter contre ce surtourisme? C'est peut-être un peu excessif. Enfin, je ne vois pas très bien comment on peut faire, mais moi, je dirais plutôt éventuellement inciter les gens, par la pédagogie, comme disait Jean-François Rial, à partir, moins souvent et plus longtemps. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, partir 1 mois ou 2 mois, par exemple, pour visiter la Chine, le Japon et la Corée dans le même voyage, ce qui limiterait le nombre de voyages en avion, en fait. Philippe Viollier, j'imagine que ce n'est pas la possibilité pour tout le monde de partir 1 ou 2 mois. Les gens, effectivement, font de plus en plus de petits week-ends. Mais ce que vous voulez dire par là, c'est voyager moins, mais mieux. C'est ça votre message? Oui, c'est ça, mais par exemple, après, c'est une décision à prendre. Je veux dire, peut-être s'organiser, peut-être on n'est peut-être pas obligé de prendre ses congés tout le temps, tous les ans, de la même manière. Ça peut être un arrangement au niveau de l'entreprise. Enfin, ça peut se faire, ça. C'est pas... Et est-ce que votre avis, on va voyager dans les 20-30 années de la même manière que l'on voyageait dans les années 90, 2000, 2010? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Alors, je vais poser la question à Jean-François Rial. Vous qui êtes, je le rappelle, PDG de Voyageurs du Monde. Ça va ressembler à quoi nos voyages dans les années à venir, selon vous? Je vais d'abord vous répondre à la question des 4 vols. Parce que j'ai écrit un chapitre complet là-dessus dans le bouquin que vous avez évoqué. C'est l'idée la plus idiote que j'ai jamais entendue. Vous êtes je ne le dis pas je le dis pas parce que c'est mon métier, hein. Je le dis parce que, d'abord, c'est inapplicable, parce qu'il faudrait que les pays du monde entier l'appliquent. Et à ma connaissance, il y en a très peu qui vont faire ça. Et la deuxième chose, c'est que il est absolument nécessaire, et c'est l'objet de mon bouquin d'ailleurs, de baisser nos émissions globales. C'est absolument indispensable. Dont l'avion. L'avion doit respecter les objectifs du GIEC, c'est-à-dire la baisse globale des émissions des avions, comme le reste, pas plus, pas moins, mais ça doit respecter. Et ça, c'est la vraie solution, parce que si vous voulez, les avions aujourd'hui, ça pèse 3-4%. Donc si vous limitez effectivement les avions, vous allez peut-être supprimer ces 3-4% d'émissions de CO2. Mais qu'est-ce que vous allez faire des 96% restants? L'agriculture, c'est 25% des émissions mondiales, parce qu'on laboure les terres. Les hydrocarbures et l'énergie, n'en parlons pas, etc., etc. Donc en fait, l'avion, il doit faire des efforts énormes. Et donc Jean-François Rial, pas moins que les autres. Et donc Jean-François Rial, pour répondre à ma question, le voyage de demain, il va ressembler à quoi alors? On continue à prendre l'avion? Non, mais bien sûr qu'on prendra l'avion. Bien sûr qu'on prendra l'avion. Par contre, l'avion sera décarboné de plus en plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un sujet très complexe. Les vols directs, ça émet beaucoup moins de CO2 que les vols indirects. Les nouvelles machines, ça émet beaucoup moins de CO2 que les vols avec les anciennes machines. Vous voyez, par exemple, mon entreprise, elle fait une croissance de 5-7% par an dans les années normales.
eh bien, paradoxalement, depuis 5 ans, chaque année, nos émissions de CO2 baissent, indépendamment du fait qu'on absorbe intégralement les émissions que nous avons pu émettre par des plantations d'arbres. Mais sans parler de cette partie d'absorption, nos émissions, elles baissent parce que les machines, globalement, et les avions s'améliorent. Le voyage de demain, pour moi, il sera de plus en plus individuel, de moins en moins en groupe, de plus en plus personnalisé. Probablement, comme l'a dit Monsieur Violet à juste titre, on partira moins souvent mais plus longtemps pour, je dirais, d'abord on sera dans une société probablement d'abondance. L'IA va remplacer beaucoup de choses, on aura plus de temps de loisirs et donc on pourra voyager parce qu'on aura plus de temps. Merci beaucoup Jean-François Arial, PDG de Voyageurs du Monde, et merci à vous Philippe Viollier pour ce débat donc consacré au tourisme. Merci à tous les deux.